Alors nous arrivons donc à la géopolitique. Donc effectivement, comme je disais, l'Europe va se trouver dans un contexte de fragilisation qui va s'accentuer. On voit déjà le contexte très fragile en France, que ce soit au niveau politique, au niveau économique ou au niveau culturel. Alors je vais détailler tout ça. Au niveau politique, donc on a une crise politique en France. On l'a vu avec les Gilets jaunes, conflit qui s'éternise et qui continue. Il y a toujours un noyau dur de Gilets jaunes hein, qui est présent tous les samedis. Et puis maintenant, il y a eu avec ça, c'est agrégé le conflit social avec les syndicats, la CGT notamment, la base de la CGT et même de la CFDT qui s'est radicalisée et qui apporte un fait nouveau parce que c'est une grève qui a duré plus que prévu et qui surtout a vu se radicaliser une base, peut-être dans la continuité de ce qui a été fait avec les Gilets jaunes. Et ça, donc une crise politique, je disais, et en plus une crise économique. Alors, tous les observateurs, experts, que ce soit de niveau purement économique ou à d'autres niveaux plus, je dirais, enfin, tous ceux qui sont dans la prospective, on va dire, s'accordent à dire que dans les années 2020, il va y avoir une grande crise économique qui va bouleverser beaucoup de choses. Et, euh, et je pense que moi, ça me semble assez vraisemblable. Alors, beaucoup avancent la date de 2022. Alors, certains disent que bon, ce serait plus. En tout cas, il va se passer quelque chose. Certains disent que ce serait plus économique, d'autres disent que ce sera plus militaire, un conflit armé un conflit, une sorte de troisième guerre mondiale, mais pas comme on l'imagine, c'est-à-dire pas comme ce qui s'est passé en 39-45 en 14-18. Parce que déjà entre 14-18 et 39-45, les deux guerres mondiales ont pris déjà des formes très différentes. Et en réalité, on peut considérer que la guerre froide était une forme de troisième guerre mondiale déjà. Et qu'on peut dire que les guerres qui ont été menées par l'Occident au Moyen-Orient, c'est une forme de quatrième guerre mondiale. Voilà, puisque effectivement il y avait des armées du monde entier qui étaient présentes. Et c'est vrai que là, on peut s'acheminer vers quelque chose, encore un conflit armé, peut-être un peu plus. Où là, cette fois, l'Europe pourrait être un champ de bataille. Mais bon, euh, enfin, après, il y a plusieurs hypothèses possibles avec la Russie, etc. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Ce qui est sûr, c'est de toute façon, l'Europe va être fragilisée encore plus dans ces années 2020, et peut-être de manière décisive, politiquement, économiquement et culturellement. Alors, politiquement, je disais, voilà, j'ai expliqué. Maintenant, économiquement, donc je reviens à l'économie. Il se pourrait effectivement que vers 2022, on ait une crise économique, mais une crise économique qui risque d'être beaucoup plus violente que celle qu'on a connue en 2008, ou qui serait peut-être plus comparable à ce qu'on a connu en 1929. Ce qui fait que là, on pourrait avoir quelque chose qui, de toute façon, même si c'est une crise assez mineure, va fragiliser en premier, je pense, les États européens, et notamment enfin, toute la zone euro, et notamment la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que même l'Allemagne, qui est toujours montrée comme un modèle économique, etc., risque de tomber de haut avec cette crise. Et par contre, les Anglais qui sont sortis du Brexit, puisque là le Brexit va devenir effectif maintenant, eh bien les Anglais, par contre, eux vont peut-être justement mieux s'en tirer avec cette crise par le fait justement qu'ils sont sortis de l'Europe et le fait qu'ils n'ont pas intégré la zone euro. Par contre, les pays de la zone euro, eux, je pense qu'ils vont en souffrir terriblement et l'euro va s'effondrer hein, comme monnaie. Et on le verra, hein, ça c'est pareil, hein, c'est des spéculations, mais je pense que c'est effectivement, je ne suis pas le seul à le penser et à le dire, c'est que c'est effectivement ce qui risque d'arriver dans la décennie qui vient. Et peut-être même plus vite qu'on ne le croit. En tout cas, on attend, enfin on n'attend pas avec impatience, mais on est quasiment certain que ça va arriver. Et donc il faut se préparer aussi à cela. C'est pour ça d'ailleurs que je vais m'intéresser un peu plus, c'est une résolution on va dire que je vais prendre, c'est m'intéresser un peu plus à tout ce qui est question survivaliste, parce qu'on ne sait pas ce que peut donner dans le contexte actuel une guerre demain, enfin une guerre, enfin une crise économique qui peut mener à une guerre, qui peut mener à des situations de tension, même au niveau civil entre les individus, etc. Et ce qui fait que ça m'inquiète un peu et ça me pousse à m'intéresser un petit peu aux problématiques survivalistes. Voilà, bon, je vais pas développer ce que c'est le survivalisme là-dedans, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faudrait voir, c'est-à-dire comment survivre dans un contexte d'effondrement économique assez important, parce que global, là on est dans la mondialisation quasiment achevée.
Ce qui fait qu'une crise économique, qu'elle se passe je veux dire, une bourse qui s'effondre à Singapour, à Hong Kong, d'ailleurs Hong Kong, on peut en parler, à New York ou à Francfort, ou à Paris, ça va avoir les mêmes répercussions partout. Après, effectivement, ce sont les économies fortes qui vont s'en sortir mieux. Et pas seulement les économies fortes, mais je pense aussi les États forts, au sens politique du terme. La France est en crise politique, l'Allemagne est en crise politique, elle fait que commencer d'ailleurs, la crise allemande. Nous, elle est déjà consumée depuis longtemps, mais euh, elle continue à s'accentuer. On peut tomber encore plus bas dans la décennie qui vient, mais surtout, on est déjà suffisamment fragile pour que si une crise économique majeure survient maintenant, on va s'effondrer économiquement et politiquement. Et pourquoi j'ai ça? Oui, parce que je parlais des États forts. Les États forts, c'est-à-dire avec un exécutif fort, c'est-à-dire avec tous les pays considérés comme populistes aujourd'hui, peuvent s'en sortir mieux justement par les prises de décisions politiques qu'ils peuvent prendre. Et comme ils ont déjà pris d'ailleurs, notamment aux États-Unis avec Trump, Trump a renforcé l'économie américaine et c'est une bonne chose si jamais la crise survenait maintenant. Hein, les États-Unis s'en sortiraient beaucoup mieux. Pareil pour la Russie, voilà, pour tous ces États, je pense au Brésil aussi, à la Chine, etc. Ce sont des États qui peuvent par contre plutôt bien s'en sortir dans cette crise. Mais de toute façon, ils seront touchés. Voilà, et l'Allemagne, rien qu'avec la faillite de la Deutsche Bank, voilà, enfin, qui est déjà en faillite, hein. Donc on va avoir l'économie de l'Union Européenne, des pays de l'Union Européenne qui va s'effondrer. D'ailleurs, ça va donner quelque chose d'intéressant parce que vous avez un pays qui en principe devrait s'en sortir mieux que les autres, qui est un pays riche dans l'Union Européenne, c'est le Luxembourg. Mais le Luxembourg, justement, par sa position de paradis fiscal au milieu de l'Europe, risque d'abord de susciter la convoitise des autres, ce qui fait qu'à un moment donné, bon, c'est un pays, je pense, qui risque de se faire annexer dans les 10 ans qui viennent, hein, par l'Allemagne ou par la France, en tout cas peut-être par la France qui a une plus grosse armée, hein, que les Allemands, mais c'est pas impossible, hein, que le Luxembourg disparaisse politiquement, hein, face, même s'il s'en sort bien économiquement, il risque de disparaître politiquement. Et de toute façon, économiquement, il s'effondrera à terme aussi. Enfin bref, je vais pas expliquer pourquoi, quel mécanisme, etc. Mais voilà, c'est partie des prévisions que je fais. Je pense que de toute façon, l'Europe va éclater dans la décennie qui vient. Je pense que ça va être la décennie qui va voir, dont le Brexit n'est qu'un avant-goût, quoi. Ça commence comme ça et ça partira pas forcément des pays du Sud, je pense les pays les plus fragiles économiquement. Ça partira peut-être plutôt des pays de l'Est, voilà, avant tout. Je pense que ça va être avant tout politique. Voilà. Et puis bien sûr, il y a la crise culturelle qui s'ajoute à tout cela, parce que la crise culturelle fait que les gens sont de plus en plus bêtes, les gens sont de plus en plus cons. Je m'excuse pour le terme un peu, voilà. Mais c'est vrai, c'est la réalité, il faut le dire comme elle est, hein. Les gens sont de plus en plus idiots, abrutis, enfin tout ce que vous voulez. Et l'abrutissement général de la population en France et en Europe va précipiter les choses aussi. Parce que on peut pas sortir, on peut pas éviter un effondrement total de notre pays, de notre société, en plus en ne se renforçant pas, enfin à aucun niveau, ni économiquement, ni politiquement, ni même culturellement. Vous voyez, il faut se renforcer au moins culturellement. Je pense que ça permet de donner, d'ailleurs c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle en tout cas, c'est de renforcer un petit peu le, 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 le quotient culturel moyen et par extension le quotient intellectuel aussi moyen. Voilà, donc je pense que ces trois aspects-là, politique, économique et culturel, vont être les trois aspects de la crise à venir pour les années 2010, de la grande crise dont la France va souffrir particulièrement. Elle sera mondiale cette crise, mais la France en souffrira particulièrement, mais elle ne sera pas la seule, avec l'Allemagne notamment. Hein, je pense que voilà, on va voir des choses assez surprenantes. Voilà, on voit par exemple, pour revenir un petit peu à la France, que pour revenir vraiment à l'année 2020, un des premiers rendez-vous politiques importants, ça va être les élections municipales. Donc là aussi, le déclin culturel va faire qu'on va avoir une lecture erronée de ce qui va se passer dans les élections municipales. Parce que le problème, c'est qu'on va donner un aspect national à une élection qui va être surtout locale. C'est-à-dire les gens vont surtout s'attacher à ce qui se passe près de chez eux. Et ils vont voter pour un maire plus que pour un parti ou pour une idéologie politique. Ce qui fait que on risque de voir, on risque de faire des lectures un peu erronées de la situation en pensant que soit on va considérer que effectivement En Marche, je pense qu'En Marche vont plutôt faire des résultats faibles,
au niveau municipal, parce que En Marche n'a pas d'ancrage local, notamment en province. Ils vont peut-être faire des bons résultats dans certaines grandes villes, mais en règle générale, En Marche aura peu d'élus au niveau municipal. En tout cas, peu de maires. Voilà. Et je pense que ça va être assez divisé, ça va être le reflet en réalité de cette France qui est toujours la même depuis 2017, c'est-à-dire une France divisée en quatre pôles. Je l'avais déjà dit, c'est l'analyse que j'avais faite au lendemain de l'élection de 2017. J'avais dit que l'élection de 2017 avait surtout révélé que la France était divisée en quatre pôles, et ces quatre pôles sont toujours présents. La France est plus divisée que jamais. Euh, premier, euh, premier pôle, évidemment le pôle macroniste aujourd'hui, eh bien c'est les gens qui sont dans la mondialisation heureuse, c'est des gens qui n'ont absolument aucune conscience, qui sont pas capables de voir justement l'effondrement qui arrive, puisque pour eux, ils sont dans le sens de l'histoire, dans effectivement une France qui se modernise, ils croient dans tout le baratin aujourd'hui macroniste et même au-delà, le baratin néolibéral, qui nous emmène à une société voilà, qui continue dans le progrès technique, qui continue à se, euh, à se développer et qui nous promet des lendemains qui chantent. Voilà, donc ça, c'est des gens qui ne sont pas forcément euh, enfin, qui s'intéressent beaucoup à la politique. C'est pas des gens forcément bêtes, mais des gens qui ne s'intéressent pas à la politique ou qui n'y comprennent rien. Qui s'y intéressent mais qui n'y comprennent rien ou pas grand-chose. Et effectivement, qui vont croire dans ce discours optimiste parce que ce sont des gens qui ont besoin ou qui ont un, euh, une lecture optimiste de la vie. Voilà. Par contre, ceux qui ont plus dans une lecture tragique, ils vont se retrouver plutôt dans les autres pôles. Alors d'abord, je vais commencer par le deuxième pôle qui est le pôle, on va dire, de droite traditionnelle, qui est le pôle qui a voté Fillon aux dernières présidentielles. Ça, c'est un pôle de droite qui s'est plutôt radicalisé à droite, mais plutôt sur les idées vraiment conservatrices. La France du mariage pour tous, hein. C'est la France, on va dire, c'est une France plutôt bourgeoise, mais bourgeoise, non pas de gauche, mais bourgeoise de droite, qui est sur un retour à des valeurs plus traditionnelles, etc. Mais en même temps, voilà, qui veut quand même, hein, qui est dans cette contradiction entre le retour aux valeurs traditionnelles et le néolibéralisme, l'attrait pour le néolibéralisme. Et ça, effectivement, en réalité, voilà, c'est ce petit pôle de 20%, ça peut pas se développer plus parce que ça ne parle pas aux autres individus. Ce qui fait que là, voilà, on a toujours ce noyau-là qui est là de bourgeoisie, un peu, cette bourgeoisie un peu versaillaise, on va dire, voilà, qui vote à droite, qui déteste le monde de Macron parce que c'est le monde progressiste, le monde qui va à l'encontre des valeurs traditionnelles, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi des gens qui ne peuvent pas aller vers quelque chose d'un peu plus aventureux. Et puis, voilà, c'est un, et je veux dire, par essence, et comme ils sont conservateurs, ils restent justement dans leur électorat. Et ensuite, il reste donc deux autres pôles, donc le pôle Rassemblement National, on peut dire, donc bah, ça aussi c'est un pôle par contre, qui a grandi, qui a mûri, qui a récupéré tous les gens qui étaient l'ancien pôle communiste, hein, c'est ça, c'est l'ancien pôle des gens qui votaient communistes, donc des petits employés, des ouvriers, parce qu'il y a encore des ouvriers en France, ils sont pas, voilà, puis le petit peuple, le peuple des gilets jaunes, c'est eux, hein, les gilets jaunes ont essentiellement voté au Rassemblement National, hein. Voilà, ils ont leur représentation électorale, elle est là, hein. Et puis il y a le quatrième pôle qui est euh, le pôle de gauche, enfin ce qui reste de gauche, qui s'est un petit peu plus radicalisé à gauche aussi, qui est le pôle mélanchoniste, on va dire, le pôle France Insoumise, qui est dans lequel on retrouve beaucoup de cheminots en grève, par exemple, ou des gens qui sont dans les mouvements sociaux qu'on voit dans les manifs aujourd'hui. Voilà, c'est toujours ce noyau de gens qui, de certaine manière, croient au grand soir, croient aussi dans le progrès des valeurs, etc., le progrès technique, mais par l'idéologie de gauche, c'est-à-dire par le progrès aussi du travail, du bien-être du travailleur, etc. Alors, ça, c'est dans sa forme la moins révolutionnaire, on va dire. Après, il y a des formes plus radicales, mais disons que globalement, c'est ça, hein. Alors après, voilà, ces quatre pôles-là, bon, je les ai décrits de manière un petit peu caricaturale, mais enfin, c'est pas si caricatural que ça, c'est général, si vous voulez, c'est des généralisations. Après, il y a des exceptions. Hein, quand je dis par exemple que le gilet jaune il est plutôt dans le pôle Rassemblement National, bon, ben, il y a certains gilets jaunes qui vont être plutôt dans d'autres pôles, voilà, ça dépend. Mais il y en a d'autres qui ont voté France Insoumise. Voilà, mais ça, ils sont plus minoritaires, je pense, hein. Moi, j'essaie de définir vraiment des catégories pour bien vous montrer la division qui existe aujourd'hui et la difficulté de pouvoir, à un moment donné, fusionner ces différents pôles, parce que ce qu'il faudrait, c'est que à chaque fois,
on est dans ces quatre pôles, on est au moins deux qui fusionnent de chaque côté et qui nous feraient deux pôles qui seraient un peu plus, qui ressembleraient un peu plus au sens de l'histoire, c'est-à-dire à ce qui se passe dans les autres grands pays occidentaux, comme on l'a vu aux États-Unis ou comme on le voit, on a pu le voir en Italie, avec un pôle effectivement où l'équivalent du Rassemblement national et de la France insoumise se sont mis ensemble, ce qui est impensable aujourd'hui en France. Mais comme c'est impensable, eh ben, on va continuer à avoir une France très fractionnée, très divisée, et on va le voir lors des municipales. Voilà, et ça va être mal interprété parce que certains vont dire que c'est une défaite, un désaveu du gouvernement, alors que bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. D'autres vont dire par contre que le gouvernement s'est consolidé en réussissant à gagner certaines villes, voilà. Ouais, mais en réalité, ça ne voudra pas dire grand-chose. Ça fera que le reflet de la grande division qui existe aujourd'hui. Et alors la question qu'on peut se poser, donc je reviens, je parlais de guerre, est-ce qu'il va y avoir une guerre ou quoi? Voilà, je vous dis, il va y avoir un mini-conflit, mais pas encore un gros, mais il va y avoir déjà ou des mini-conflits qui vont éclater. Mais surtout, moi ce qui fait le plus peur, c'est ce qui pourrait éclater au niveau civil, avec justement, comme je dis, la division qu'il y a en France aujourd'hui qui pourrait déboucher sur quelque chose des affrontements, voilà, des tensions entre les populations. Alors pas armées, parce qu'effectivement le peuple français n'est pas armé, donc ça pourrait pas être comme ça, mais ce qu'on voit avec les gilets jaunes, qui est déjà assez impressionnant, assez violent, pourrait déboucher sur quelque chose d'encore plus gros. Et ça, surtout si à un moment donné, on voit qu'il y a un ras-le-bol aussi au niveau de la police, au niveau aussi des militaires, ça pourrait, là par contre, ça pourrait déboucher sur quelque chose de plus inquiétant au niveau paix civile, quoi, on va dire. Oui, ce qu'on va voir aussi, c'est la continuité des développements des mouvements écolos et féministes qui qui vont continuer à se développer là en 2020 et qui vont essayer toujours de distiller leur idéologie pour essayer encore plus de fractionner, créer des pôles écologistes, des pôles féministes, qui d'ailleurs essayent de fusionner, parce qu'aujourd'hui on parle d'écoféminisme, vous voyez, des trucs complètement délirants, quoi. Voilà. Ce qui fait que, mais à force de fractionner, en réalité, tout cela va éclater. Et déjà, il y a un signe intéressant, c'est la fin de la théorie du genre, hein, des fameux gender studies, comme on dit, ou les études de genre, puisqu'il y en a qui n'aiment pas qu'on dise théorie. Bah, alors, je sais plus son nom, mais j'essaierai de le mettre en dessous, là, si je retrouve. Je crois que c'est un Canadien, un chercheur canadien, il me semble, ou américain, bref, qui, euh, qui a reconnu qu'il avait totalement bidonné ses études. Ah, il avait dit que c'était du bidon, c'était n'importe quoi, qu'il n'y a pas les études de genre, c'est de la grosse fumisterie. Maintenant, c'est prouvé, c'est acté, voilà. Donc il faut arrêter de croire dans ces bêtises. Mais le plus grave, c'est que là-dedans, bon, voilà, il dit, voilà, j'ai raconté n'importe quoi, mais le problème, c'est qu'il n'est pas jugé pour les conséquences de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand on regarde le bilan aujourd'hui, on a des jeunes gens qui ont cru dans cette idéologie-là du gender, etc., et qui se sont retrouvés y compris des parents, hein, qui se sont retrouvés à changer de sexe, ou d'autres des parents encouragés, et y compris des médecins aussi, encourager il y a tout un business d'ailleurs qui s'est créé à partir de là, le changement de sexe, ou le changement de genre, ou faites ce que vous voulez. Euh, Ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont fait opérer, qui ont changé d'identité, parce qu'ils croyaient dans ces trucs-là, alors qu'on a vu que c'est complètement bidon et qu'en réalité, il y a un dysfonctionnement, une forme de dépression peut-être qui est derrière, et qui n'est pas une volonté prouvée par des études de genre qui montrent que on a un genre qui est une construction sociale qui ne serait pas assignée. Tout ça n'existe pas. Le genre n'est pas une construction sociale, le genre est en principe en conformité avec notre sexe. Le reste, effectivement, c'est simplement un dérèglement hormonal, donc quelque chose qui est un dysfonctionnement physiologique qui est à l'origine justement du trouble d'identité sexuelle de la personne, et non pas la construction sociale qui en résulterait. Donc tout cela est totalement faux, tout cela s'effondre aujourd'hui, et voilà. Le problème c'est que bon, ça tient encore malheureusement assez bien, puisque il n'y a pas eu ça n'a pas créé le scandale planétaire que ça aurait dû créer, mais bon, au moins il y a déjà un signe que il y a des langues qui se délient, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, bon, on peut remonter plus loin avec tout ce qui est, parce que tout cela vient d'où? Tout cela vient toujours de la même source, qui est les les fameuses conclusions du docteur Kinsey aux États-Unis. Donc là, on remonte un peu plus loin dans le temps. Le docteur Kinsey est celui qui avait prouvé déjà par aussi des tests complètement bidons, et qui ont été aussi dans le livre de Judith Reisman, qui ont été totalement démontés,
hein, qui montrait que, en vérité, c'était un pervers sexuel, comme l'était Freud avant lui d'ailleurs, hein, c'est dans la continuité de Freud, on peut remonter comme ça, on peut remonter la chaîne des coupables si vous voulez, qui nous a raconté n'importe quoi sur la sexualité des enfants, etc., ou la sexualité des gens en général, qui racontaient n'importe quoi, qui ont des études totalement bidons, et qui, en vérité ont été à la source de ce qu'on appelait la révolution sexuelle, qui malheureusement a pris ses sources dans des choses qui sont totalement bidons, fallacieuses, erronées, fausses, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça génère plus de mal et de frustration encore que de libération en réalité. Donc il faut se sortir de tout ça, tout, tout la sexualisation des rapports sociaux, la, comment dire, l'homosexualisme, le gendérisme, etc. Tout ça, ce sont des fumisteries inventées par le capital pour, euh, pour essayer de fractionner encore plus l'homme, pour l'empêcher justement de s'exprimer comme l'ont fait par exemple les Gilets jaunes, hein, qui sont encore des gens assez bien structurés, pour justement contre cette société qui va à sa perte, contre cette société qui va à la crise généralisée et voilà, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais qui peut déboucher sur une violence généralisée. Et aujourd'hui, il y a des jalons de conscience qui essayent d'éviter ça. Donc espérons qu'en 2020 et que pour les années qui viennent, c'est ce que je peux souhaiter, c'est que les jalons de conscience vont grandir en même temps que cette crise va arriver, parce que malheureusement, on va avoir du mal à l'éviter, mais au moins que les jalons de conscience soient suffisants pour pouvoir affronter cette crise. En tout cas, moi, je vais continuer à faire le travail de ce point de vue-là, donc le travail à travers mes vidéos, mon travail de dialecticien que je vais essayer de développer un peu plus et je vais professionnaliser, mais ça, je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos. Et sinon, effectivement, moi, à titre personnel, et j'invite à le faire à chaque justement personne consciente, c'est de s'intéresser notamment aux problématiques survivalistes pour anticiper ces crises et ces tensions à venir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été fructueuse, qu'elle vous a apporté des éléments intéressants d'analyse et que vous avez trouvé ma prospective ou mes prospectives assez intéressantes. En attendant, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos et encore une bonne année 2020. Au revoir.